Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 127. Je suis Louis Quénot, je suis le directeur de la communication de Pixelis. C'est nous qui avons créé ce lieu. Je vais vous expliquer un petit peu quel est ce lieu, histoire de vous ancrer un petit peu. Et qui est Pixelis, avant de passer la parole à Jordan de Laptop qui va vous introduire de manière très simple la soirée qui va dérouler. Et on se retrouve après, parce que vous aurez sûrement très soif après cette conférence. Juste ici où on prendra un petit apéro tous ensemble et on mangera des trucs et ce sera très cool. Avant, je vais vous poser une petite question. À votre avis, avant de devenir le siège d'une agence et d'un écosystème d'entreprise, quel était ce lieu? Un garage. Ce n'était pas un garage. Non, Alors c'est pas mal, une salle de concert, ça s'approche, c'était pas exactement une salle de concert. J'ai entendu le mot, c'était le logo d'une radio, c'était le logo de Radio Nova. Ah oui, ça, oui. Voilà, donc en fait, le 127 avenue de Nouveau-Volin, avant que nous on y pose nos balises, c'était déjà une adresse importante, culturelle. Donc nous, quand on a voulu monter ce projet du 127, déjà on a voulu garder dans le branding le nom. Et on ne pouvait pas poursuivre avec un projet culturel parce que ce n'est pas du tout notre cœur de métier, mais on pouvait poursuivre avec un projet entrepreneurial qui faisait du sens. Donc l'idée, c'était pas de juste, nous en tant qu'agence de design, poser nos valises, mais de poser ces valises avec un écosystème d'acteurs qui essayent de faire du business différemment et qui sont plus ou moins liés au monde du design. Pour vous expliquer un petit peu, ici, vous avez l'Institut des futurs souhaitables. Qu'est-ce qu'ils font? Ils imaginent le monde à 20 ou 30 ans, c'est un institut de prospective, par des formations, et c'est hyper intéressant pour nous, en tant que designers, d'avoir cette vision-là du monde, et comme ça s'appelle l'Institut des futurs souhaitables, ils ont toujours un constat assez alarmant aujourd'hui, mais qui dessinent des futurs qui sont souhaitables pour demain. Vous pourrez visiter, après la conférence, le cabinet des curiosités qui est juste là, qui est un lieu un peu muséographique qu'on a créé avec eux, avec des objets, des artefacts qui viennent du futur. Vous verrez aussi un move design qui est assez intéressant dans cet endroit. On a aussi Bacassia. Bacassia, qu'est-ce qu'ils font? Un truc qui n'a rien à voir, mais ils travaillent sur la circularité dans le BTP. Et ils vont aller sur des chantiers, repérer des choses qui peuvent être réutilisées sur un second chantier, et ils vont le mettre sur une marketplace où ils vont en faire des petits marchés assez ouverts. Et c'est destiné aux professionnels du BTP. Et je termine par un autre acteur qui est avec nous, qui est Remixité. Et Remixité, il travaille sur des formations autour de l'inclusion. Donc voilà, et ça, il y en a une dizaine comme ça d'acteurs. Et pour nous, c'est hyper important parce que nous, on est une agence de design. Historiquement, on fait du branding, on fait de la communication. Et puis on a évolué au fur et à mesure des années sur notre métier. Jusqu'à aussi faire du design d'espace, vous êtes, c'est quelque chose qu'on a designé, et jusqu'à aussi faire tout ce qui est UX design, design d'interaction, pour remonter le plus possible dans la chaîne de valeur de nos clients et essayer de ne pas arriver en bout de chaîne et juste qu'on ait des briques qui nous disent faites la communication de ça ou incarnez cette taille marque ou ce beau produit, parce que si on veut travailler en bonne intelligence, faire de l'impact, etc., il faut essayer d'influencer un maximum les marques, les entreprises avant tout ça. Donc nous, on est assez chaud sur la partie B2B, sur les grandes corpos, sur les plus petites entreprises, mais par contre, sur le public, on est des grosses niches. Donc c'était hyper important que quand on a rencontré Laptop, qui avait une vraie expertise, qui avait un vrai réseau dans ce domaine-là, qu'on leur dise trop bien, carte blanche pour vous sur la soirée, et parlons des enjeux dans le public, du design, et comment est-ce que le design peut apporter des solutions, et des solutions par aussi la contrainte économique actuelle de plus en plus. Moi, j'en dis pas plus, parce que de toute façon, j'en sais pas. Et je vais passer la parole à Laptop. Bonsoir à toutes et tous. Donc voilà, moi je m'appelle Jordan, je suis responsable communication au Laptop. Donc ce soir là, c'est vraiment un événement entre Pixelis et le Laptop, le collab. Donc, vous allez avoir le droit à 2 pages de pub, c'est cool. Donc voilà, moi je fais partie du Laptop. Rapidement comme ça, qui ne connaît pas le Laptop en levant la main? Non, jamais entendu parler. Ok. Bon, je vous enchanté, on est ravis de vous avoir ici. On est content de venir ici justement aussi pour s'ouvrir et rencontrer de nouvelles personnes. Donc le Laptop, très rapidement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un centre de formation. On fait essentiellement des formations autour du design UX, de l'UI. On va aussi parler de plein de sujets comme le design systémique, le design ops. On a en tout une quinzaine de formations. Donc si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite à aller les voir sur notre site internet, je ne vais pas toutes les présenter ici. Ce qui est important de dire avec le Laptop, c'est qu'avant d'être un centre de formation, on était un coworking. Ça a été un des premiers coworking créés à Paris en 2012. Aux alentours de 2012. Et du coup, c'est hyper important pour nous de faire des événements comme aujourd'hui. On est hyper content d'être ici au 127, du coup, qui correspond vraiment à l'ADN du Laptop, avec des acteurs engagés et un côté coworking. Aussi, ce qui est important de vous dire, c'est qu'on est toujours partant pour faire des événements comme aujourd'hui.
Donc en fait, n'hésitez pas, nous, on essaie vraiment de faire vivre une communauté. On a à peu près 3000 designers qui nous suivent souvent, qui ont été formés au laptop, qui viennent à nos événements, qui nous en proposent. Donc il ne faut pas hésiter en fait à nous contacter. Si vous avez envie de proposer des événements, si vous avez envie de créer des conférences, d'imaginer des choses avec nous, on est hyper ouverts là-dessus. Et voilà, c'est surtout le message qu'on veut faire passer dans ces événements. Aujourd'hui, on parle de design de service public parce qu'effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a Laurent dans l'équipe, on a aussi d'autres intervenants qui ont l'habitude d'intervenir dans le secteur public, mais on n'a pas vraiment de limite en termes de sujet. Du moment que ça parle de design, on est toujours partant. Donc si de votre côté, à un moment, vous avez envie de créer un événement ou de juste venir nous voir, nous, la porte est toujours ouverte et on sera ravis de vous recevoir. Je vais laisser Laurent, du coup, qui est d'ailleurs un des intervenants à la table, vous présenter un peu le sujet du jour et le déroulé de la table. Bon, pour mise en contexte, effectivement, on démarrait. Donc, depuis 10 ans, ce qu'on peut dire, c'est que le design se développe plutôt pas mal dans les services publics. Il y a le réseau des designers publics mené par la DITP, avec 100 designers en interne. Il y a la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, la création du réseau d'incubateurs Betago, qui fait cette année avec 2025. On a des agences spécialisées dans le design de services publics. S'il y a des marges de progression du design des services publics, c'est certain, mais en tout cas, le design est aujourd'hui sur la carte. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis 2022, le contexte, on va dire, est un petit peu moins favorable. La fin du plan de relance, France Relance 2022, les conséquences de la guerre en Ukraine, le retour de Donald Trump, j'en passe des meilleurs. Et puis donc les gouvernements successifs ont mis en place quelques coupes budgétaires, 10 milliards en 2024, 3 milliards cette année. On parle aussi de fusion d'agences, d'agences de l'État, avec le signalant, ce genre de choses. Donc voilà, dans ces conditions, 3 questions qu'on s'est posées en introduction de cette table ronde. Quelle place est laissée au design aujourd'hui? Comment s'organisent les équipes de designers? Et puis, et si ces restrictions étaient une opportunité pour démontrer l'impact du design? Alors, pour en parler aujourd'hui, je vais tourner à vous maintenant. À ma gauche, du coup, Mathieu Robert, designer à la PHP, Florian Bianton, directeur du design du studio Contrôles, et puis Brandon Condoin, designer à la région Île-de-France. Bonjour à tous, à vous, et puis merci d'avoir accepté l'invitation. Commencez. Je vais vous laisser vous présenter, mais peut-être aussi 2 questions que je vous adresse en introduction à main levée. Qui travaille pour les services publics en prestation aujourd'hui? Il y a quelques personnes, très bien, qui travaillent pour un peu plus, mais il ne faut pas hésiter à lever plus, on ne voit pas. Qui travaillent pour les services publics en interne, en tant qu'agent. Un petit peu moins. Ça aussi un petit peu discret. Très bien. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt pour des personnes qui ne travaillent pas encore pour les services publics. Vraiment, tu as le micro, donc je vais laisser commencer. Te présenter en quelques mots. 3 questions en introduction. En quoi consistent tes activités? Auprès de quel public tu travailles, toi et ton équipe? Et puis comment s'organise le design au sein de ton studio? Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis effectivement cofondateur et directeur de design, c'est un peu designer chez Contrôles. Et nous, on travaille sur le sujet numérique responsable avec une approche par le design depuis le début. C'est autour de ça qu'on a créé l'agence il y a 5 ans maintenant, quasiment. Et on travaille majoritairement avec du public ou du parapublic, donc des métropoles, des collectivités, des régions, parfois des établissements un petit peu intermédiaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail du jargon administratif, mais c'est plutôt dans une typologie de nos clients et de partenaires. On travaille notamment dans le secteur de la culture, avec la queue. Et pour vous donner un exemple concret, mais sur lequel je reviendrai après, on vient tout juste de terminer, en collaboration dans un groupement, la refonte du site de la métropole et de la ville de Rennes. Donc voilà, c'est un petit peu le genre de sujet sur lequel on peut travailler. Bonjour, moi c'est Mathieu Robert, je suis designer de formation, je travaille à la PHP Sorbonne Université, qui est une partie de la PHP qui regroupe 7 hôpitaux, notamment la Pitié-Salpêtrière, et je travaille pour la direction de la qualité, gestion des risques et expérience patient. Ce dernier point est important puisqu'on est sur la mission expérience patient et notre objectif est d'améliorer le quotidien des usagers, donc des patients, de leurs proches, tout ça,
Et bien sûr, ce qu'on fait aussi on aide les patients aussi à vivre mieux, on aide aussi les soignants à améliorer leur quotidien. C'est quoi les autres questions? On est 2 pour ce GHU et au sein de la PHP, on commence à être pas mal, on grossit d'année en année. Et à savoir que le premier plus ou moins designer qui est arrivé il y a 4 ans à la PHP, au siège. Et pour l'instant, les projets sont les gens viennent vers nous, mais on verra aussi, on travaille d'une autre manière. Voilà. D'accord. Bonjour tout le monde, moi c'est Brandon Benoît, donc comme l'a dit Laurent, je travaille à la région de France depuis un peu plus de 3 ans maintenant. En tant que designer et directeur de projet, je travaille au sein d'une équipe d'une vingtaine de chefs de projet. On est 2 designers et 2 formés au design, qui font pas forcément design tous les jours, mais qui connaissent les enjeux. Je travaille principalement donc, sur les sujets d'expérience utilisateur. Moi, je travaille principalement sur la recherche utilisateur. Pour le coup, on travaille souvent avec des prestataires qui vont faire les interfaces. C'est pas mon métier, moi, à la base, je suis plutôt dans le produit industriel, physique, et maintenant donc, plutôt dans le numérique. Et donc à côté de la recherche utilisateur, je travaille aussi beaucoup sur la simplification de l'accès aux aides. Donc là, on va parler beaucoup de contenu, de formulation des formulaires, d'éviter de demander le document A pour avoir le document B, le document B pour avoir le document A, ce genre de choses. Et également aussi sur des sujets de numérique responsable, donc d'éco-conception et d'accessibilité. C'est le 3. Première question, constatez-vous des changements dans la place accordée au design ces dernières années? Donc à la région, pour le coup, le design est relativement récent aussi. En gros, ça fait quelques années que le design est présent à la région. On a eu la chance là, cette année de recruter une 2e personne sur du design, donc on a plutôt un peu de place, on a de plus en plus de place, mais on a aussi une place à se faire parce que, comme je disais en introduction, ça fait un certain temps que le design fait ses preuves dans le public, mais il y a encore une marge de progression. Donc voilà où on en est un peu aujourd'hui à la région. J'ai un peu déjà avancé pas mal de choses tout à l'heure. On a la chance d'être 2. Le design en santé, le design hospitalier existe depuis 10-12 ans avec la fabrique de l'hospitalité à Strasbourg qui est arrivé par la culture et qui a découvert le design et qui s'est dit il y a un truc à faire et qui a commencé à développer des projets. Après, on a eu le LABA qui a 8 ans d'existence, donc un laboratoire autour de l'hospitalité au sein du GHU Paris Neurosciences, notamment Marie Poirier, qui ont développé cela pendant plus de 8 ans, qui ont passé la main. Voilà, et qui a permis de faire des petits dans toute la France. Et on a une trentaine de designers dans les hôpitaux répartis sur le territoire. Et pour ma part, alors nous, chez Contrôle, on est une toute petite équipe, on est 4. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui nous convient. Mais plutôt pour la place du design, c'est un petit peu particulier parce que quand on a lancé l'agence, on voyait qu'il y avait déjà des initiatives sur le sujet du numérique responsable, mais qui n'étaient pas vraiment investies par le design. Donc c'était un petit peu le pari il y a 5 ans. Donc voilà, on n'avait pas du tout le domaine, il était préexistant en France d'ailleurs depuis quasi 20 ans en fait, donc ça fait assez longtemps. Là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'à la fois, ça s'est un petit peu calmé toute la règle autour de l'UX, etc. par rapport à il y a 5-6 ans, ou même 10 ans. Pour autant, on marche quand même dans les pas, notamment d'agences comme l'Action Région, vraiment, qui ont fait beaucoup pour valoriser la valeur, donner de la valeur au design sur les sujets d'action publique auprès des acteurs d'intérêt général, et notamment des acteurs publics. Donc ça ne veut pas dire qu'on arrive à convaincre immédiatement, mais tant mieux. Il faut encore poser des argumentaires plus spécifiques sur les sujets numériques pour nous, mais voilà, on sent quand même qu'il y a une acclimatation certaine, à mon avis, par rapport à ce à quoi eux ont dû faire face certainement il y a 7 ou 8 ans quand c'était beaucoup plus généraux. Donc il y a plusieurs choses qui se croisent. Et pour faire le pont avec des thèmes forts de cette table ronde, on parle de contexte plus contraint, de digital, etc. Alors, si vous n'avez pas directement suivi de contraintes qui découpent à votre niveau, vos interlocuteurs ou les services peut-être autour de vous vont en avoir. Quels impacts ça peut avoir sur votre activité et celle de vos interlocuteurs?
On est à l'hôpital, donc du coup on a longuement attendu, il y a eu la dissolution, tout ça, donc on a eu une réplication du budget de l'année dernière sur l'ensemble de la santé. Je ne suis pas un expert sur ces domaines, mais c'est pour dire qu'on est statu quo au niveau des budgets. Par contre, au niveau du design, on a la chance, c'est que du coup, il y a un attrait, un engouement pour le design en interne, et du coup, on est de plus en plus. On n'a pas de budget en tant que tel, en tant qu'équipe. Le budget, c'est nous, c'est des équivalents temps plein et ça coûte cher à la fonction publique. Et donc, du coup, on doit faire nos preuves, montrer, travailler en bonne intelligence avec les différentes directions pour aller au bout des projets. Mais c'est ça qui est aussi intéressant avec le design, c'est que le designer est à la fois thinker et doer, comme tel les gros mots. Mais enfin voilà, c'est ça. Et donc du coup, il va pouvoir aider à faire sur les choses et tester aussi des choix PRM. Pour nous, donc, dans le secteur du numérique, qui est un petit peu particulier, parce qu'il y a un peu un nouveau truc tous les 2 ans. Les experts IA d'aujourd'hui étaient des experts NFT d'il y a 2 ans. Certains étaient peut-être experts impression 3D il y a 10 ans. Ça a un peu des hypes comme ça qui se suivent. C'est un secteur qui brasse beaucoup d'argent. Et en même temps, du côté vraiment de la partie plus avec les publics, même si, ce que je disais tout à l'heure, on sent plus d'acclimatation, clairement les effets de la fin du plan de relance se font sentir, nous en tant que prestataires, plutôt sur des enveloppes qui sont réduites, voire arrêtées, sur le nombre d'appels d'offres qui sont publiés sur des sujets d'accompagnement, des services, en refonte, de la co-conçu, etc. C'est un petit peu particulier parce qu'on voit apparaître de plus en plus d'exigences, parfois un peu par principe, plus que par engagement, mais on voit apparaître souvent dans les cahiers des charges, dans les appels d'offres sur les conceptions et l'accessibilité. Je l'insiste parce que c'est également obligatoire, mais pour l'accessibilité du moins. Mais voilà, en même temps, leur nom se réduit un petit peu, ce qui mécaniquement augmente aussi la concurrence sur ces appels d'offres-là, tout en sachant que le secteur des agences de design un peu engagées en France n'est pas non plus au beau fixe. Il y a quelques agences qui ont mis la clé sous la porte pour tout un tas de raisons, mais depuis 2 ou 3 ans. Donc on continue, on tient dans ce secteur, mais il n'est pas aussi joyeux à mon avis qu'il y a 2 ans, et particulièrement à la sortie du Covid avec les paroles, ça c'est sûr. Ça se sent. Pour le coup, moi j'ai un peu, c'est un peu entre les deux. Alors, côté direction du numérique, on a plutôt des budgets qui sont équivalents à l'année dernière, alors parfois avec des accroissements d'activité, donc ça se discute, mais quand on voit aussi sur les autres directions avec lesquelles on travaille que parfois c'est un peu plus difficile, parfois moins de subventionnels, ce genre de choses. Pour le coup, ça ne nous impacte pas au quotidien, si ce n'est qu'on peut être un peu plus sollicité. Et l'autre chose, c'est que malgré tout, on reste dans la chasse aux économies, régulièrement. J'y reviendrai après sur la question de la priorisation, mais voilà, on est évidemment à chercher des économies le plus souvent possible. Et le design peut y participer, mais la première fonction du design n'est pas de faire des économies. Merci à tous les 3. Là, j'ai cassé la main, justement. La grosse question que vous posez à tour de rôle et que c'est pour alimenter les prochains temps. Quelle stratégie vous avez mis en place justement pour faire mieux avec autant, pas beaucoup, voire moins? Donc le premier enjeu, c'est la priorisation. Quel ping-pong incroyable. De plus en plus, on est vraiment amené à prioriser tout. L'exemple que je donne n'est pas forcément lié au design, mais c'est lié à l'accessibilité. Donc d'une certaine manière, c'est quand même l'expérience utilisateur des personnes en situation de handicap sur Internet. Donc on est quand même pas très loin du design. Et voilà, la région, on a une 50aine d'outils qu'on utilise, qu'on met à disposition des franciliens. Et donc, il a fallu énormément prioriser par quoi on commençait, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas tout rendre accessible tout de suite. Donc, il y a un vrai sujet sur la priorisation, par quoi on commence. Parfois, c'est un peu décevant. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours tout faire. Il faut faire parfois juste des morceaux. Donc, typiquement, pour donner un exemple concret sur l'accessibilité, on a priorisé par rapport au nombre d'utilisateurs des outils, par rapport à la criticité de l'outil, c'est-à-dire que typiquement, un service de demande de bourse pour les étudiants en formation sanitaire et sociale, on va le prioriser par rapport à un service d'information quelconque, puisqu'en fait, si les étudiants n'ont pas accès à ce service, ils n'ont pas accès à la bourse, donc on va prioriser par rapport à ça.
On va prioriser aussi par rapport au nombre d'utilisateurs potentiellement en situation de handicap. Si on fait un budget participatif handicap, c'est quand même bien que les personnes concernées puissent voter. Voilà. Donc voilà les critères qu'on va mettre en place. Et puis évidemment, après, il y a la vie publique, les marchés, et donc la durée de vie des plateformes. On va, et malheureusement, j'ai envie de dire évidemment, mais surtout malheureusement, pas mettre beaucoup d'investissements sur une solution qu'on sait obsolète dans 6 mois, ou en tout cas potentiellement remplaçable dans 6 mois. Donc pour moi, le premier axe, c'est vraiment la priorisation qui est nécessaire, et tant mieux. Ça nous oblige à nous focaliser sur le plus important. Parfois, c'est un peu frustrant, mais en tout cas, pour moi, c'est la première stratégie. Mathieu, comment vous faites pour passer sur les projets? Eh bien, moi, ça ne fait que 2 ans que je suis là, et au début, c'était à 50%. Donc au début, j'ai dit oui à tout. Je suis parti dans tous les sens, tous les services. Oui, je peux aider. Ma directrice m'a dit qu'il va falloir apprendre à dire non. Donc on apprend, et effectivement ça passe par la priorisation, et du coup en fait aller utiliser les outils internes de l'hôpital pour essayer de détecter où sont les endroits où ça va mal, trouver les bons critères pour choisir, sélectionner justement les sujets sur lesquels on va intervenir. Et en même temps, j'aime bien dire que c'est pas parce que tout est rouge que c'est ce sujet qu'il faut prioriser. Il faut aussi regarder l'ensemble, et des fois aller sur des sujets où on sait qu'on va pouvoir, on a une bonne intuition, qu'on va pouvoir résoudre les choses, parce que sinon c'est aussi foncer dans le mur et arriver sur des projets où en fait on ne solutionnera pas le truc, et souvent on dit le problème c'est qu'il n'y a pas assez de monde, et des fois c'est effectivement le problème, mais c'est pas du design qui va résoudre les choses. Donc c'est bien choisir les projets en amont et apprendre à dire non, même si c'est dur. Pour pouvoir choisir, on crée des outils pour d'une part sélectionner avec des critères qui sont est-ce que c'est un établissement qui est dans le besoin, est-ce que c'est un endroit où en fait il y a un métier en tension, choses comme ça, donc comment on fait pour les avoir. Et puis derrière, c'est aussi répondre, choisir des sujets où on va pouvoir le déployer dans le sens le répéter. C'est-à-dire qu'on va travailler pour un service, et puis après on va travailler on se dit que ça pourra aider plusieurs services, tout en sachant que ce ne sera pas du copier-coller. C'est important aussi de se dire ça en amont, mais voilà, le travail qu'on fait va servir à plus, et donc du coup c'est créer des livres blancs sur si vous travaillez sur un accueil comme on travaille, c'est-à-dire la DITP travaille sur un projet où elle a convié toute la fonction publique à réfléchir comment on va faire l'accueil, voilà, ce genre de questions sur comment on répète les choses, comment on essaye de dupliquer le produit. Merci. Peut-être, je te laisse la parole sur ce sujet juste après. Comment tu estimes la répétabilité d'un projet dans ce temps-là? Il y a plein de services. Si c'est un service de gériatrie, on se dit qu'en fait, il y en a X sur le terrain. Si c'est un sujet, on a des sujets, là on a parlé des sujets de vol, de perte d'objets à l'hôpital. C'est très loin du soin, mais c'est coûteux. Et en fait, on se rend compte que la même problématique se répète dans différents services, mais pas de la même manière. Mais du coup, on va s'appuyer sur un terrain. Voilà. Et il y a des outils en interne, notamment ISATIS, qui est quelque chose qui permet d'avoir plein de données, plein de verbatims de patients qui sont contents ou pas contents sur comment ils ont vécu leur séjour à l'hôpital. Et donc du coup aussi on va plonger là-dedans pour essayer d'avoir des statistiques, pour essayer d'avoir justement les sujets qui sont complexes. Voilà. Et au-delà de la data brute, on a des collègues. Il y a des collègues, qu'est-ce qui fait le plus qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui à l'hôpital, et les réponses elles arrivent au direct, et je vais voir est-ce qu'on peut travailler dessus ou pas, ça s'enregistre. Et je dirais aussi en complément qu'au-delà des collègues, on a aussi des homologues. J'imagine que tu fais partie du réseau du design hospitalier, je crois que c'est ça son nom.
Moi, je fais partie du réseau de dessin public qui est l'ensemble des designers des collectivités territoriales. Et en fait, alors, moi, je fais plutôt penser inspiration, créatabilité, mais finalement, d'une certaine manière, les deux sujets sont liés. C'est-à-dire que dans le réseau, c'est assez régulier. Je ne sais pas si chez vous, ça le fait aussi, mais je vais travailler sur tel sujet. Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé dessus? Ça permet d'être quand même un peu plus efficace. Et donc, pour moi, ça participe de comment est-ce qu'on peut faire plus intelligent et d'une certaine manière aussi plus efficace sans refaire des choses qui ont déjà été faites. Oui, au niveau des stratégies, donc faire mieux avec moi. Enfin, qu'on revienne là-dessus comme à la fin. Mais c'est un peu, il y a plein de choses derrière, mais aujourd'hui, les deux stratégies relativement simples qui vont ensemble, c'est mutualiser et faire des communs. Et pour donner deux exemples très concrets où on essaie d'appliquer les deux au maximum. Donc le site de Rennes dont je parlais tout à l'heure, on s'appuie sur un outil, donc un socle technique, un éditeur de contenu CMS pour ceux qui connaissent, qui est un commun qui est conçu comme tel, donc il y a un modèle de gouvernance autour qui est vraiment porté par une coopérative de développeurs qui s'appelle Noesia, c'est très chouette. Et donc au-delà de cette ambition, c'est aussi un système technique qui a des ambitions très particulières qui impose en fait le fait de faire des sites statiques, donc relativement simples, et de se passer de tout un tas de technologies web qui sont très utilisées aujourd'hui, mais en fait en ayant des phases de conception vraiment bien menées, ça permet, on se rend compte qu'on peut en contourner beaucoup. Et derrière, ça a des effets non négligeables sur la contribution de contenu, sur l'accessibilité, sur l'éco-conception, enfin, sur un petit peu toutes les attentes qu'on peut avoir d'un site, et évidemment sur l'expérience utilisateur au sens large. Donc ça, c'est la première. On s'est pris plusieurs portes, on essaie de répondre à des appels d'offres avec, parce que en face, les clients considèrent qu'ils ont un peu peur que ce soit trop simple ou que ça ne leur permette pas de faire tout ce qu'ils veulent. Il y a un peu toujours cette idée dans le numérique qu'il faut absolument toutes les options pour pouvoir tout faire, ce qui n'est pas forcément réaliste, hein, parce qu'en termes de fonctionnalités utilisées sur les services numériques, il y a différentes stades, mais enfin, en gros, très souvent, il y a plus de 50% qui sont pas utilisés. Donc ça, c'est la première chose, qui implique d'avoir une phase de design d'autant plus rigoureuse, mais qui permet par contre de libérer du temps, puisque comme c'est un commun avec déjà beaucoup de blocs existants, on fait de la personnalisation, mais en fait une majorité du temps qu'on passe en design, on ne passe plus à en faire des design systems, à en créer des composants, etc. C'est de la personnalisation, donc c'est quand même du travail, mais on en a moins là-dessus, parce qu'on a un socle très simple, et on passe plus à faire des entretiens, notamment qualitatifs, à faire de l'observation, à être interroger les services qui sont en relation avec les habitants, comme c'était le cas pour Rennes par exemple, de manière assez approfondie. Et donc ça permet vraiment d'être sûr qu'on pose d'abord les bonnes questions, qu'on fait une phase d'analyse et d'enquête très poussée. Et ensuite, ça ne la rend pas toute facile, mais ça rend d'autant plus facile certaines décisions de conception ensuite. L'autre aspect très intéressant de ces contraintes techniques, c'est que comme elles sont, notamment pour l'accessibilité et l'éco-conception, intégrées en fait de base dans l'outil, pour les gens qui contribuent derrière à la production de contenu et à l'édition de contenu, en fait, ils n'ont même plus le choix de s'ils veulent rajouter une image où il n'y aura pas de texte alternatif pour l'accessibilité. Donc en fait, il y a aussi tout plein de règles comme ça qui sont assez reloues, hein. C'est toutes des référentiels, etc. C'est pas très drôle à faire. Il faut le faire, mais c'est pas très drôle, qui peuvent en fait être embarqués de base dans le socle technique. Donc certains pourraient considérer que ça limite un petit peu la créativité, mais en fait, ça permet aussi, par exemple, dans le cas de la métropole de Rennes, à des journalistes qui s'occupent de créer du contenu, de documenter les démarches, etc., de faire leur métier de journaliste à rédaction. Et pas d'être à moitié designer web. On pourrait considérer ça comme sympa, mais en fait, c'est aussi très souvent une grosse perte de temps et un gros risque sur le maintien de l'éco-conception et de l'accessibilité au long terme, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier aspect que je pourrais mettre sur votre après. Ok, ça marche. Moi, ce que je comprends effectivement, c'est que de par ce CMS qui est hyper efficace, mais du coup très limité fonctionnellement, en fait, on s'impose des contraintes, on ne peut pas faire tout, vraiment, on se concentre sur les facilités des cœurs, et donc finalement, ça libère du temps à la fois en création et développement, en maintenance, et c'est autant de temps qu'on dégage pour le rediriger vers d'autres activités comme le design. Oui, complètement. Après, c'est vraiment un choix méthodologique, c'est qu'on ne voit pas tout le monde, et par ailleurs, il y a d'autres agences vraiment spécifiquement web qui arrivent à faire des choses très bien avec d'autres outils. Mais voilà, pour nous et pour moi, ça tombe plutôt bien parce que ça permet, ça va dans le sens qu'on a nous de vouloir accorder énormément d'importance le plus possible à l'enquête. Donc c'est un choix qui marche bien pour nous en tout cas.
Et par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y a 50% des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées, notamment dans le numérique, parce qu'effectivement, je vois ce syndrome de on va faire tout ça. Et bien finalement, pour moi, le design d'une stratégie en soi, c'est se concentrer sur l'essentiel, et finalement, c'est faire moins, mais pas moins bien, c'est faire moins, mais plus juste. Et donc, forcément, c'est aussi, d'une certaine manière, j'imagine que c'est ce que l'idée qu'il y a derrière CMS que vous utilisez, c'est pas de correction d'accessibilité, pas de correction d'éco-conception, pas de folies bizarres qui viennent en maintenance qui nécessitent énormément de coûts. Et donc pour moi, une des stratégies, l'autre stratégie pour moi, c'est vraiment de cadrer énormément et de se dire quelle est vraiment notre priorité et d'une certaine manière aussi quel est notre retour sur investissement. Est-ce que c'est l'augmentation du nombre d'utilisateurs parce que le service y répond mieux? Est-ce que c'est une amélioration de l'éco-conception ou de l'expérience utilisateur des personnes en situation de handicap? Donc pour moi, l'enjeu de vraiment cadrer le pourquoi on fait ce projet et surtout le pour qui. Parce que de plus en plus, moi je me rends compte que tout le monde a bien compris le concept de il faut faire pour les usagers. Donc en général, quand j'arrive dans une réunion, on me dit ouais, on va le faire pour les usagers. Quand je dis d'accord, mais c'est qui? Mon réponse c'est les Franciliens. Oui, on est la région de France. Ok, et ensuite. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu sur cadrer et souvent ça vise à faire moins, mais je dirais que ça vise à faire mieux. Je rebondis sur les usagers puisque nous on a une mission expérience patient et on s'assure que le patient ne soit pas au cœur du projet, mais autour de la table. Et la nuance est importante parce que du coup tout le monde sait que c'est pour l'usager comme tu le dis et cette personne sait qui il est vraiment et surtout il n'est pas invité. Et donc du coup on essaye de plus en plus de l'inviter et de le faire participer avec sa vision qui n'est pas la vérité absolue. On n'est pas là pour faire choisir la couleur des murs aux patients parce que comme le médecin il peut avoir des goûts de chiottes, voilà, mais de discuter ensemble pourquoi on va aménager de telle ou telle manière, pourquoi on a envie de faire ça, pourquoi on a envie d'aller tout ça, et c'est la partie co-construction qui est importante quand on travaille pour quelqu'un. Je notais ce que tu avais dit, on doit faire moins, mais du coup on doit mieux faire. Dans un contexte où effectivement il n'y a pas beaucoup d'argent, ça impose de faire très attention à comment on utilise le temps ou les sous, le son de qu'est-ce qu'on cherche à atteindre comme projet, le fait de bien définir en amont les métriques qui vont permettre de savoir si on va dans le bon sens ou non. Est-ce que vous avez justement un retour d'expérience sur le sujet chez ces médecins? Est-ce qu'on a besoin d'un bac de définition des indicateurs par exemple? Le problème de la mesure d'impact, c'est qu'elle prend du temps en amont et en aval. Et donc, avant même de commencer le projet, il faudrait dire aux commanditaires du projet, attends, on va prendre 3 mois pour savoir, pour trouver les bons chiffres et pour les adresser. Donc c'est très difficile et on se retrouve à chercher des chiffres en même temps qu'on fait le projet. Donc c'est un peu une recherche idéale qu'il faut faire et s'appliquer à essayer de trouver des critères d'évaluation importants, mais il faut aussi essayer de se baser sur ce qu'on a pour pouvoir voir et se dire que le sacro-saint chiffre n'est pas forcément la base de tout et donc le qualitatif est aussi important et qu'il faut aussi pondérer les chiffres par le qualitatif. À un moment donné, j'avais réfléchi à un chiffre en me disant s'il y a plus de réclamations sur ce sujet, ça veut dire qu'ils en ont connaissance. Donc c'est une victoire. Donc c'est aussi chercher des chiffres qui ne sont pas ceux auxquels on penserait au début. Voilà, mais c'est pas ça. Pour rebondir sur la connaissance du sujet, les réclamations, typiquement pour donner un exemple pour le site de Rennes, comme n'importe quel autre outil numérique, on le considère comme un outil numérique qui doit assurer la continuité numérique du service public, mais le service public qui est porté par des gens. Donc typiquement le service dont je parlais tout à l'heure, le service de relations citoyens, ils sont en permanence toute la journée au guichet ou au téléphone avec des gens qui galèrent sur le site internet précédent. J'espère qu'ils galèreront moins maintenant, mais parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver leur démarche. Ça derrière, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un taux de non-recours potentiel et que dans ce cas-là, le site est plus un obstacle qu'un pont vers la réduction du non-recours. Pour nous, typiquement, à plus 6 mois, plus 1 an, une victoire, ce serait que, après s'être à nouveau renseigné auprès de ce service-là,
dans la continuité de l'existence du site, c'est qu'eux nous disent, on parlait des stats de visite, etc. Effectivement, le sujet est connu, mais par contre, notre quantité d'appels pour avoir de l'aide vraiment sur où est-ce que je trouve telle page pour telle démarche de naissance, peu importe, sur le site, on est vraiment diminué. Donc ça, par contre, c'est à la fois un indicateur qualitatif et quantitatif, et c'est un petit peu le premier rôle d'un site avant de pouvoir communiquer sur voilà, ce que fait la métropole, etc., c'est que les gens trouvent leur démarche. Donc ça pourrait être aussi, c'est un exemple d'indicateur qu'on va suivre de près de l'autre côté. Et pour le coup, sur un sujet site aussi, un site internet, on m'a refait un site à la région qui s'appelle Oriane.info, je fais comme un peu de pub, qui est dédié à l'orientation tout au long de la vie. Donc pour vous, j'ai pas entendu. Oriane.info, O-R-I-A-N-E. C'est la contraction d'orientation et Marianne. Bon, ça, c'est pas de moi. Mais voilà, tout ça pour dire que le site a été refondu, il était assez vieillissant, il fallait bien le dire, mais deux indicateurs qu'on a pu suivre. Alors, j'embellis un peu tout ça parce qu'en réalité, on a eu un peu l'indicateur après avoir fait la refonte, donc on a un peu triché. Mais on a moins de visites que ce qu'on pouvait avoir sur l'ancien site. Par contre, les gens restent plus longtemps. Alors, on n'a aucun intérêt à retenir les gens sur le site, mais ce qu'on en a déduit, c'est que quand même, a priori, il est trouvé par des gens qui ont plus besoin. Ouais. Alors qu'avant, il y avait a priori un comportement de c'est pas ça que je cherchais et je m'en vais. Ou alors, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc voilà, c'est un indicateur relativement classique, le nombre de visites et le temps passé sur une page. Il y a sans doute d'autres interprétations possibles avec ces deux indicateurs-là, mais en tout cas, c'est deux exemples pour un site. Et après, je rejoins complètement. Moi, je milite pour que, notamment sur le numérique, où on n'a pas de contact direct avec nos usagers, s'ils s'énervent, c'est derrière l'écran, on ne le voit pas, on s'en fiche. À la limite, ils appellent le service de relations usagers. Si on se débrouille bien, on n'arrive à pas avoir de relation. Ah oui, s'il y a un service de relations usagers, mais si on se débrouille bien, on arrive à pas en entendre parler, donc on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Moi, je milite vraiment, pour que ce service existe, par chance il existe à la région, mais aussi que pour que tous les citoyens, en l'occurrence, là, puissent laisser un avis sur le site, parce que je te rejoins complètement, il n'y a pas juste du qualitatif, il y a aussi pas juste du quantitatif, mais aussi du qualitatif. Est-ce qu'ils retrouvent vraiment ce dont ils ont besoin? Et ça, on ne peut pas l'avoir juste avec du tracking sur un site, c'est pas possible. Oui, enfin, les sommes, ça explique les temps, on est souvent sur le temps long, la différence de SaaS ou de site e-commerce, là on a effectivement de la quantité immédiatement. Là, il faut aller sur le terrain, très sensible aux SEO faits, les qualitatifs, tu en as parlé. Poser les questions de l'intérêt que portent les décideurs ou les commanditaires sur ces retours terrain tout à l'heure. Pour le coup, il faut toujours quand même les appuyer de chiffres. J'ai un exemple de cet après-midi où on m'a dit ouais, il y a 77 personnes qui ont répondu sur 1200. Oui, c'est 77 de plus qui n'avaient pas donné leur avis avant. Quoi. Donc c'est toujours un... Et puis après, comme tu disais très bien tout à l'heure Mathieu, ils n'ont pas la vérité absolue. Par contre, leur expérience, c'est la leur. Et on peut pas dire non mais c'est pas vrai, c'est pas l'expérience que vous avez vécue. Donc moi j'essaie de m'appuyer au maximum là-dessus et pour faire valoir ces retours qualitatifs. De plus en plus aussi, je me base sur, j'imagine que vous faites aussi quand vous allez dans un restaurant, vous lisez des avis maintenant sur Google ou autre plateforme, et en fait, si les 3 premiers ils sont pourris, ils vous disent que c'était pas bon, que le serveur était insupportable, vous n'y allez pas en fait. Et même s'il n'y en a que 3 sur les 800 000 personnes qui sont passées dans ce restaurant sur les 10 dernières années. Donc, moi, il y a un vrai sujet de... Après, je dis ça encore une fois comme si c'était acquis, etc. C'est des choses en cours. Pour le retour terrain, oui, sur le nécessaire, on essaie beaucoup insister dessus, mais quand il n'est pas forcément vraiment demandé, c'est en vrai ce que je disais tout à l'heure, sur le fait d'essayer d'insister autant que peu sur l'importance des phases d'enquête, compréhension des problématiques, et donc des gens pour qui on est censé concevoir un petit truc numérique en plus, souvent c'est déjà bien rempli, mais bon, c'est pas toujours facile, mais par chance, nous aussi, en fait, par rapport aux données qu'on choisit, généralement on sent au moins en jugement sur des appels d'offres ou sur des projets qu'on peut nous proposer, on y va plutôt quand on sent qu'il y a un vrai intérêt pour ces questions-là, autant qu'un vrai intérêt pour les questions d'éco-conception, d'accessibilité. Et qu'il n'y a pas le mot questionnaire qui est mis en phase d'enquête par principe, parce qu'on voit souvent, on a déjà 3-4 personnages et c'est bon, et puis maintenant on peut travailler sur les contenus, les interfaces, ça c'est assez casse-gueule.
Donc voilà, ça marche pas à tous les coups, mais je pense que c'est la seule phase en quelque sorte. C'est que choisir ces projets, ces missions, et puis les personnes avec qui on va travailler pour avoir cette culture commune. Ouais, après on a la chance de pouvoir le faire. C'est aussi pour ça qu'on reste motivé. Si on devenait 20, je ne sais pas si on serait capable de le faire. Merci. On évoquait le fait de pas beaucoup de budget, de pas beaucoup de temps, donc essayer d'aller vite, de choisir, de sélectionner, de prioriser ces projets, et puis aller vite. Quand on a préparé un peu cette table ronde, il y avait une notion qui est apparue, c'est celle du ralentissement. Donc, justement, Mathieu, c'est la présentation. Ça va avec l'arrivée, entre guillemets, tout feu, tout flamme, et puis essayer de faire plein de projets pour prouver ce qu'on peut faire, la manière dont on peut le faire, tout ça, et puis se rendre compte qu'il faut aller prendre le temps pour bien choisir les projets, essayer d'expliquer aussi que la phase d'analyse, si on regarde que les chiffres, on va adresser le pic dans le graphique, et en fait le pic il est lié à autre chose, et ça c'est l'enquête de terrain qui va le déterminer, et donc c'est prendre du temps pour pouvoir adresser les bonnes choses, pour pouvoir les tester aussi. C'est-à-dire que c'est pas dire bon on va faire ça, hop, on appelle les travaux, on fait hop, on va tout changer, et puis ah merde on avait oublié ça quoi. Trop tard. Donc c'est prendre le temps de tester comme on peut, de réinterroger les bonnes personnes, les patients, les soignants, tout le monde, pour dire voilà les différentes options. J'ai l'impression que c'est reprendre à chaque fois les bases de ce qu'on a appris à l'école de design en BTS. C'était un BTS avant le Tailmade. Et c'était, on fait 3 propositions. Parce que en fait, il y a du plus et il y a du moins dans chaque proposition. Et c'est aux clients, aux usagers, aux personnes qui sont concernées de faire le choix. Et de faire un choix qui ne sera pas parfait parce que ça n'existe pas la perfection. Par contre, prendre le temps de savoir pourquoi on fait ce choix-là, c'est important. Ouais, là, je refais aussi le parallèle avec les sites web, les sites en SaaS, sur un gros volume de trafic, et se permettre de faire le test AB, voir si une fonctionnalité fonctionne, si ça marche pas, on rétro-pédale, on en met une autre. Là, on touche bien. Du coup, de prendre la mesure du temps, participer, faire travailler avec les gens qui sont concernés. Je comprends qu'effectivement, c'est un des critères de succès pour ne pas faire un placement. Et c'est ce qu'on aimerait, et c'est pas ce qui se passe tout le temps, il faut être honnête, parce que d'un coup il y a un coup de pression sur un sujet, donc du coup il faut adresser ce truc-là rapidement. On indique tous les warnings, et des fois il vaut mieux mettre beaucoup de peinture, même si c'est cloqué en dessous, mais parce qu'il faut y aller, quoi, que c'est urgent. Après, il faut se dire aussi que on peut aussi, dans un deuxième temps, travailler sur un temps long. Un deuxième exemple, qui existe depuis 2022, donc c'est un autre des formats qu'on a chez Controless. Donc il y a un lab d'enquête-action qui s'appelle Logger Lab numérique responsable en agriculture. C'est très long, je suis d'accord. L'idée c'est quelle place pour le numérique dans la transition écologique des musées, en haut, et là, tout ce qui gravite autour. Et on a co-conçu ce programme-là il y a 4 ans maintenant, comme un anti-sprint. Parce que bon, c'est un peu moins la hype maintenant, mais à l'époque, on a tout le temps parlé de design sprint. Et moi, personnellement, c'est une méthode dont je pense qu'elle a certains avantages dans des cas bien précis, mais faire croire de manière un peu dynamique que ça va venir nous aider à résoudre tous les problèmes en 4 jours, c'est au mieux naïf. Et donc, l'idée, c'est de faire l'inverse et de faire un programme sur 8 mois, où on a le temps de solliciter tous les participants, qui sont une vingtaine d'institutions chaque année par promo. Ils sont une quarantaine au total de personnes. Donc déjà, pour une raison de la journée, ça marche pas pour eux. L'idée, c'est qu'on a surtout 3 mois d'enquête au début. C'était un peu le non négociable. Donc ça, c'est plus pour la partie méthode, sur ralentissement. Et le premier aspect, du coup, pour revenir sur ces stratégies-là, sur la mutualisation, l'idée, c'était que plutôt d'aller voir les uns après les autres, on s'est dit, on va tenter l'effet un petit peu de secteur. On n'était pas sûr que ça marche dans la culture plus qu'ailleurs, et en fait, ça marche très bien. Il y a des secteurs sûrement plus concurrentiels où ça ne marcherait pas pareil. Mais là, l'idée, c'est que les musées payent un ticket d'entrée, et les salles de la culture a fini par soutenir aussi l'initiative, donc ça permet de réduire le prix du ticket d'entrée, mais que par contre, tout ce qu'on produit est mis en Creative Commons.
L'idée étant que les institutions qui n'ont pas suffisamment de budget pour venir participer ou pas telle année ont quand même accès à toute l'exécution, à tous les contenus et aussi aux prototypes qu'on propose à la fin, qui sont souvent des outils décisionnels, parfois des outils de communication, ça dépend, parfois des programmes aussi tiers. Mais donc voilà, c'est un peu le non négociable, c'était tout ce qui sera dit et fait, produit, sera mis en Creative Commons systématiquement. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui pourrait ne pas passer du tout dans le secteur. Il y a des enjeux, on pourrait dire qu'il y a des enjeux concurrentiels dans le secteur culturel aussi, donc c'est indéniable. Mais voilà, c'est une manière aussi de travailler sur la mutualisation. Et en lien avec le ralentissement, moi je dirais que le design a la capacité de se planter vite. Le fait de tester, enfin, c'est pas que le design d'ailleurs, mais le fait de tester, ça permet de se planter vite et donc de prendre le temps de réfléchir à faire des enquêtes. Enfin, le test pour moi fait partie de l'enquête, c'est une forme d'enquête. Et pour moi, ouais, le design a cette faculté de se planter vite, mais en même temps, je pense qu'il vaut mieux qu'on se plante vite au début du projet qu'une fois qu'on a livré le truc, après y avoir passé des années et se dire on a oublié la porte d'entrée. Voilà, donc c'est caricatural, mais je pense que dans l'hôpital, tu as dû en voir quelques-unes des comme ça. Ben oui, on va vite et du coup, j'ai plusieurs exemples. Ça commence par l'adressage. C'est sur la maternité, on est venu nous voir en disant il y a un problème de signalétique. Oui, la signalétique n'est pas ouf, mais vous avez un problème d'orientation. Ben, en fait, quand on creuse et qu'on attend, on se rend compte qu'en fait, il y a un problème parce que les soignants en ont marre ils ont l'impression de passer leur temps à orienter les patients plutôt qu'à les soigner. Qui sont trois choses différentes. On n'est pas loin, mais enfin voilà. Et donc du coup, on fait l'enquête de terrain et l'enquête de terrain révèle qu'effectivement, il y a des nœuds de circulation qui ne fonctionnent pas bien et il y a problématique particulière qu'on a appelée le parcours pipi. Le parcours pipi, c'est qu'en fait, les femmes qui venaient à la maternité, la première chose qu'elles devaient faire, c'est faire analyse d'urine, dans une grande partie des cas. Et en fait, il y avait un truc où ça marchait plus au niveau de l'organisation et elles se retrouvaient à attendre debout avec un gobelet en carton de café, tout ça rempli de pisse, bien chaude. Et en fait, l'habitude des choses ont fait que on voit plus quand on a le nez dans le guidon et tout. Et en fait, la soignante qui s'occupe, elle est obligée d'accompagner les femmes et tout ça. Et en fait, ça crée une queue. Et ça crée de la gêne, de la frustration, de l'énervement, tout ça. Et en fait, ce truc-là est une signalétique. Non, au final, on a répondu par une sorte de signalétique, mais pas une signalétique que le service de signalétique aurait utilisé. C'est-à-dire, ils auraient dit, la toilette c'est par là, le machin c'est par là. Là, on a adressé ce sujet en disant, un gros 1, étape 1, vous avez là, étape 2, vous avez là, et on a retravailler les choses. Donc du coup, effectivement, si on avait été trop vite, on aurait mal répondu. Du coup, vous avez rendu l'étape PIPS obligatoire. Non, elle est bien indiquée. Les gens savent où aller, et la petite trappe qui marchait plus parce que les choses ont fait qu'à un moment donné, quelqu'un l'a verrouillé et qu'on était obligé de ressortir, et la petite trappe remarche et du coup on passe plat. C'était génial. Sur le fait de ralentir, tu parlais de cadrage en amont. Je crois que tu m'avais dit qu'en termes de pratique, le temps passé au cadrage a tendance à augmenter. Oui, effectivement. Et moi j'ai tendance à pousser pour prendre le temps, pour qu'on prenne le temps. Et quand on a fait la préparation de la table ronde, il y a un exemple qui m'est revenu en tête. Alors j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas réussi à retrouver le nom de l'exemple, donc désolé, c'est un peu flou. Mais j'avais entendu parler d'un laboratoire public au Royaume-Uni, il me semble, qui se félicitait d'avoir fait arrêter 50% des projets. En disant, en fait, il y a 50% des projets qui servaient à rien, a priori, donc plutôt que de dépenser de l'argent pour faire des choses qui servaient à rien, ou alors peut-être faire l'intégralité de la signalétique de l'hôpital alors qu'en fait il suffisait de bien placer à bons endroits. Donc voilà, moi je milite en tout cas pour que oui, le cadrage ça prend du temps et parfois il faut quand même avancer. Mais pour moi le cadrage est vraiment essentiel et je reviens sur la question de pour qui et avec qui. On est tout à fait d'accord sur la co-construction. Mais pour moi le cadrage c'est essentiel de prendre le temps de le faire
Parce que après, ça c'est tout projet, hein, si on fait vite sans budget et manque et sans ressources, on ne fait pas grand-chose, quoi. Bien s'essayer, bien prioriser ses projets, bien les cadrer, tester rapidement pour aller en compte s'il faut, et au moins orienter ses efforts vers d'autres sujets plus importants. Mutualiser également les éclairages, utiliser les compétences, les activités entre les différentes entités, ralentir, chercher la frugalité également, se concentrer sur juste ce qu'il faut et pas plus. Voilà ce que j'ai retenu en termes de stratégie, faire mieux avec moi. Pour revenir sur les aspects plus budgétaires, comment vous faites pour convaincre les décideurs de maintenir, voire augmenter les budgets liés au design? On fait notre mieux. Je dirais par l'exemple. En fait, c'est aussi pour ça qu'au début j'ai voulu dire oui à tout et faire plein de trucs. C'est montrer qu'en fait on avait un impact et la méthodologie et la manière de faire les choses ont aussi quelque chose qui parle de plein de manières. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chacun doit trouver son avantage. Est-ce que c'est un projet qui est communicable et de rien, des fois, par rapport à la stratégie globale du service, de l'entreprise, de l'institution, c'est important. Je garde ce point est important aussi. Je rejoins tout à fait ce que tu disais au début. Le design a la force d'être thinker et doer, et pour moi, en fait, passer du temps à expliquer ce qu'est le design, en fait, pour moi, en tout cas, ma courte expérience, c'était perdre du temps, alors que le faire, parfois, on ne fait pas tout ce qu'on voulait, on ne fait pas tout parfaitement bien, mais on avance petit à petit, et moi, en 3 ans à la région, je vois à quel point la place du design a changé. J'ai eu la chance de ne pas arriver dans une administration, on m'a dit fais des PowerPoint jolis, mais je sais que ça arrive à certains et certaines. Pour le coup, j'ai eu la chance de ne pas commencer d'ici, puisque j'ai été plutôt bien accueilli et bien encadré, mais je vois qu'aujourd'hui, on vient me chercher de plus en plus pour OK, et les usagers, ils en pensent quoi, comment ça se passe, et je sens que le fait d'avoir fait petit pas par petit pas, même des choses où j'étais pas vraiment fier de ce qu'on avait pu sortir, en faisant, pour moi, c'est ça qui permet de montrer. Je vais rebondir sur les PowerPoint. Voilà, je dois avouer, ça fait 2 ans que je travaille à la PHP et je n'ai pas la suite Adobe. Je travaille à 95% sur PowerPoint. Et effectivement, on m'a demandé de faire des jolis PowerPoint. Mais les gens avec qui on travaille sont intelligents, ils se rendent compte qu'on va au-delà d'un joli truc. C'est-à-dire qu'on arrive à expliquer simplement des choses qui sont complexes, on arrive aussi à présenter des choses. Et c'est l'échange qu'on a avec eux qui font qu'ils comprennent aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, j'allais sur tout, quoi. Et du coup, faire comprendre ce qu'on pouvait apporter, ça allait là-dedans. Et PowerPoint, c'est un outil que tout le monde utilise. Et du coup, on parle de commun quand on est dans les labs et tout. Et en fait, utiliser PowerPoint, c'est aussi laisser l'opportunité aux gens avec qui on travaille de pouvoir l'utiliser. Alors des fois c'est juste tu peux me faire des trucs jolis et en fait ouais mais c'est joli mais on comprend mieux voilà. Alors on se bat toujours sur les slides avec 50 lignes mais c'est en montrant et en faisant aussi que les gens se rendent compte de qu'est-ce que ça veut dire, quel impact ça peut avoir. Et donc du coup on parlait d'outils au début, donner les outils aux autres, l'empowerment ou l'incapacitation des autres est hyper importante dans ce qu'on fait, quoi. C'est essentiel. Tu veux sur les questions de la section budgétaire, nous en tant que prestataire, je ne pense pas qu'on puisse y faire grand chose à part avoir un point de vue dessus, comprendre d'où ça vient. Par contre, ce qui est certain, c'est que les personnes avec qui on travaille, qu'elles soient dans des métropoles, des musées, des associations, etc., elles sont pas bêtes, elles savent très bien pourquoi les budgets diminuent depuis longtemps. Elle voit très bien les effets du public management dans le public, et puis de politiques assez similaires d'austérité enchaînées les unes avec les autres depuis des années. Et surtout pour une bonne partie d'entre elles, quand même, elles sont très lucides là-dessus, quoi. C'est pas juste il y a ce fonds budgétaire qui arrive, on ne sait pas pourquoi. C'est pas un honte. C'est-à-dire qu'on peut aussi suivre la trace de qui a voté ces restrictions budgétaires depuis des années et des années.
Pour moi, là, l'enjeu, je pense pas, enfin, nous, on essaie d'en parler le plus possible, et globalement, plus de politiser les sujets numériques davantage, mais ça a un lien aussi avec la question du numérique pour l'action publique, évidemment, parce que, par exemple, tout le monde parle bien en ce moment, et c'est fait très souvent avec beaucoup de zèle et un peu moins d'esprit critique, malheureusement. Mais plus largement, je pense qu'il y a un enjeu aussi pour le métier, alors sans essentialiser ce que c'est que designer, parce que je fais un peu de faire ça, je pense qu'il y a aussi un enjeu de comment, en tant que métier ou ensemble de métiers, est-ce qu'on défend aussi un positionnement par rapport au fait que pour faire de la bonne conception, il faut des budgets. C'est d'ailleurs pas du tout le seul enjeu, mais pour aller dans le sens en fait de la revalorisation des services publics et des administrations publiques, et ne serait-ce que dans un premier temps de leur image aussi. C'est quand même un secteur qui souffre d'une mauvaise image depuis un moment. Ça commence un petit peu à changer, mais on entend en permanence parler des difficultés à attirer des gens, mais pas que pour des raisons de salaire, c'est une raison aussi, mais voilà, des étudiantes qui sortent d'école qui ont envie d'aller dans le public, à l'intérêt général, il y en a beaucoup, peu importe la manière. Mais s'ils entendent leur daron dire sans arrêt en forêt de fonctionnaire, je caricature, mais je pense que c'est quelque chose comme que j'ai tous entendu, ça va être un peu difficile. Et donc, je pense que voilà, c'est aussi un enjeu à traiter en tant que métier, dans son métier ou communauté, donc le laptop, le dessin public, moi je connais un peu plus design éthique. Mais voilà, c'est juste sur lequel il faut s'engager, on peut pas, c'est trop facile de rester neutre par rapport à ça. Donc, c'est un peu plus. Je ne sais pas si ce que tu disais également, mais est-ce que tu as l'impression que le design est perçu par les décideurs publics, décideurs politiques, comme un moyen justement de redonner un peu de blason des services publics? C'est compliqué, je pense que très honnêtement, une majorité s'en fout déjà, voire on n'en a jamais entendu parler. Ce qui est peut-être pas que le fait qu'ils s'en foutent, mais aussi quand même un des risques qu'on voit, alors je parle encore du numérique parce que c'est une langue que je connais mieux, ce qu'on voit beaucoup, c'est aussi le design qui est mis au service de faire passer des pilules qui ne sont pas forcément bénéfiques à long terme pour les usagers. Pourquoi est-ce qu'on vient concevoir des interfaces numériques? C'est parce qu'on a fermé des guichets depuis 20 ans. C'est une numérisation à marche forcée qui laisse des millions de personnes sur le côté. Donc c'est très bien de se demander qui sont les usagers, mais en fait qui sont les citoyens réalisés surtout dans l'affaire. C'est plutôt de ça qu'il faudrait parler. J'ai rarement vu ça sur des fichiers personnels, citoyens réalisés. Mais en fait, c'est un peu comme ça qu'il faudrait en parler. C'est pas toujours entendable. On a la chance aussi d'avoir en face de nous des clients et des personnes qui sont d'une certaine manière politiquement engagées. Donc c'est des discussions qu'on peut avoir, on n'est pas toujours d'accord, mais on essaie de les avoir. Mais voilà, c'est aussi réinscrire en fait les designs et ce pourquoi il est parfois instrumentalisé dans un contexte un petit peu plus large. Et aujourd'hui, la question se pose à nouveau, par exemple, avec l'IA, mais c'est le cas dans le secteur culturel, par exemple, comment est-ce qu'on sensibilise et comment est-ce qu'on fait faire attention aux enjeux critiques de l'IA, mais en même temps, ils foncent plein de balles parce qu'ils ont cette difficulté d'avoir l'impression de doper le train en marche. Et là, par des démarches de design, on peut les amener à un esprit un peu plus critique. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Que ce soit en interne ou en externe, comment on fait pour éviter que le design soit un alibi ou un alibi à une organisation ou un cheval de Troie pour faire passer une refonte initiale ou autre chose? Moi, j'ai pas encore la solution. Alors, si quelqu'un est dans la salle, effectivement, je vois bien ce cas et quand je creuse, parfois on répond c'est pas d'accord. Ouais, j'ai pas c'est pas mon métier. Et j'ai envie de dire par exemple aussi, arrêter de faire de la merde aussi, nous en tant que designers et tout, éviter de faire de la fasciculation, ce genre de truc, avec des solutions qui sont déjà trouvées. Fasciculation, c'est de la facilitation manipulatrice. C'est en gros, on fait un atelier de co-construction et en fait, la dernière slide, on l'a déjà préparée. Ça, c'est abject. Et les gens avec qui vous travaillez, ils ne sont pas débiles. Ils le voient. Et même si 90% on est sûr que... En fait, si tu es sûr déjà de ton résultat, ton atelier il ne sert à rien. Et donc du coup, c'est aussi une éthique de travail qu'il faut faire, à faire attention parce que les gens ils vont venir une fois, deux fois, parce que c'est sympa, parce que mine de rien, on anime les choses d'une manière différente, tout ça. Mais la deuxième fois, la troisième, ils vont dire, en fait, ça sert à rien, moi, j'ai du boulot, t'es 2 heures à jouer là, si ça sert à rien, je ne peux pas revenir, quoi. Et du coup, il faut que nous aussi on fasse attention. Après, c'est aussi, ça prend du temps, c'est pas facile. C'est un peu aussi par l'exemple qu'il faut arriver à montrer
les limites de ne pas tomber dans du design pour design pour la direction que tu as déjà choisi ce qui allait se passer, quoi. Ça me fait penser, quand on regarde aussi la critique précédente, en fait, elle a tout intérêt à devenir beaucoup plus fort politicien, en tout cas jouer sur les aspects politiques, s'inscrire dans la stratégie de l'entité, du responsable, rendre communicable des slides jolis, mais de rien, enfin, des slides qui ont un fond, quand même 50 clics par slide, mais des slides bien conçus, bien pour un même message, avec beaucoup d'impact, et ça, par des projets, ça peut bénéficier de l'équipe. De ne pas dire qu'on fait du design avancé, on fait de la transformation, c'est peut utiliser peut-être des mots comme ça, c'est pas ce que tu as en utilisé, pardon, aussi. J'aime sur Interface, ce que tu veux dire, tu fais de ne pas avancer quand tu fais du design, juste faire. Enfin, tu as la notion d'intercapacitation, le fait de montrer, d'embarquer les équipes, qu'elles montent en compétence, quand même le terrain, ce que c'est que les activités de design peuvent participer à une meilleure reconnaissance. Merci pour tous ces éléments. Enfin, Oui, je veux juste rajouter, bon, ça c'est plus largement c'est moins le cas dans le public, parce que c'est aussi beaucoup pour ça qu'on bosse avec ce secteur-là, c'est parce qu'on constate qu'il y a justement un travail pour l'intérêt général qui est sincère et qui est vraiment engagé. Donc il pourrait très bien gagner beaucoup plus d'argent ailleurs. Mais plus largement, il y a aussi le fait, et on a la chance de pouvoir se le permettre, on ne sait pas si ce sera le cas dans 2 ans, mais de pouvoir refuser de bosser sur certains projets aussi. Donc juste là, on sait que ça va être instrumentalisé. Éco-concevoir un site pour un pétrolier, par exemple. D'autres le feront, on n'a pas de problème. On a des factures beaucoup plus chères que nous, mais voilà, ça, on refuse de le faire. Là où c'est de l'argent facile. Parce qu'en fait, on leur dit qu'on a coché toutes les cases d'un ou deux référentiels. Et on sait qu'il y a des gens qui le font. Mais voilà, ça, c'est un premier positionnement. Et le deuxième aussi, c'est que je pense assez rigoureux sur on parlait des slides, et je trouve qu'on pourrait considérer que c'est un exemple un petit peu futile, mais c'est assez rigoureux sur le fond et la forme du message. Je fonce une porte ouverte, mais à nouveau pour revenir au secteur du numérique, il y a énormément de mythes qui sont diffusés en permanence. C'est un bouillonnement de marketing dans tous les sens. Un des gros enjeux, c'est pas de se dire là la hype c'est bien, on va sauter dessus, puis on va se dire que c'est super, que ça va tout régler, c'est d'aller chercher un peu plus en profondeur de qu'est-ce qu'il y a derrière. Se rendre compte par exemple que c'est un truc qui existe depuis les années 60, voire même avant en théorie, qu'il y a déjà eu des phases de hype pour l'IA, il y a déjà eu des bulles qui ont explosé. Il faut essayer de remettre un petit peu de contexte sur les béquilles sur lesquelles on peut s'appuyer nous en tant que designers, les béquilles technologiques qui évoluent, parce qu'on change un petit peu toutes les années. Pas pour les refuser systématiquement, mais quand même aussi pour avoir un regard un peu critique par rapport à ces aspects-là, parce que pour moi, dire qu'on fait de l'innovation juste parce qu'on utilise des dernières technologies, c'est la fainéantise. C'est vraiment... c'est pas ça, pour moi en tout cas, l'approche d'un design critique est raisonnable. Donc il y a aussi, se poser la question des outils qu'on utilise et surtout de comment est-ce qu'on les diffuse. En tout cas, je pense que c'est le cas ailleurs, mais dans le numérique, c'est très primé. Ouais. Ça approche tout doucement de la fin de cette table ronde. Mathieu, est-ce que vous avez un dernier mot? Sujet qu'on n'a pas évoqué, est-ce que c'est la nomination? Alors, c'est très cool de bosser à Gusto, c'est difficile, mais j'ai vraiment un vol de ouf. J'ai fait la chance, j'ai fait 10 ans de carrière ailleurs. Et je suis très content d'être à la friche publique de discuter. C'est vrai qu'en parlant beaucoup de pensée à la public, etc., de plus en plus, le service public a tendance à embaucher en contractuel. Les actifs beaucoup plus de tendance à recourir à de la prestation de freelance. C'est ça qui commence un petit peu depuis 1 ou 2 ans, parce que c'est lié à l'affaire McKinsey ou autre, à se dire peut-être qu'on peut aussi intégrer de plus en plus les designers, sachant que c'est un bon point également. On va passer aux questions-réponses. Je vois qu'il y a quelqu'un qui finit sur le starting block. Bonjour à tous, Texonis. Alors, moi je suis consultant en assistance à maîtrise d'usage, donc AMU, donc on est cousins sémantiques, pas par la même porte. L'idée c'est de travailler tous les deux en fonction des usagers. Et donc, pour aller un peu plus loin sur le débat, moi j'avais envie de vous proposer que l'enjeu du débat, c'est pas faire mieux avec moins, mais en fait c'est faire mieux pour avoir moins besoin de faire après.
puisque notre boulot, c'est de faire que si on est là, si on se pose les bonnes questions et si on a une vision systémique, c'est qu'il y ait moins de coûts induits derrière, qu'il y ait moins et qu'il y ait le plus possible de coûts évités pour le maître d'ouvrage, le prestataire, etc. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye de dire quand on a un promoteur, une collectivité, etc., et qu'on va travailler sur un bâtiment, sur un quartier, de dire tout ce qu'on va faire avant, ça a un coût, mais effectivement, il va falloir regarder sur le long terme tout ce que ça va empêcher. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous arrivez dans les administrations, avec la capacité des administrations à être en silo, mais elles se décrivent un peu là-dessus aussi, à essayer de comprendre ça en termes de projection sur le long terme, de financement, que mettre un peu plus au départ, ça va permettre effectivement de faire plusieurs économies derrière, avec des services différents qui vont peu avoir moins d'économies. Donc quelque part, c'est donnez-moi plus de soi à moi au début pour faire des économies derrière. La deuxième question, c'est, vous parlez d'indicateurs, et effectivement les indicateurs, c'est la marotte de tout le monde, mais quand on travaille sur l'humain, c'est vachement compliqué des indicateurs. Et quand il y a un agent, parce qu'on a retravaillé son poste d'accueil, etc., qui le matin va avec la banane au boulot et qui est content, ben, c'est un indicateur qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser. Et donc là aussi, notre travail, je pense, c'est d'acculturer nos donneurs d'ordre et de les amener à considérer que ces métiers-là, s'ils sont bien faits, à un moment, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans la logique aussi d'indicateurs à tout craint et qu'il va falloir utiliser d'autres indicateurs de bien-être, enfin des trucs donc, du coup qu'on n'arrive pas forcément à mesurer, mais il va falloir essayer qu'on nous lâche la grappe avec ça. Voilà. Et donc, est-ce que vous arrivez là-dessus à leur dire ce qu'on a fait? Eh ben, ça se mesure dans une espèce d'ambiance générale, mais regardez, ils sont plutôt contents tous, donc c'est plutôt qu'on a réussi. Voilà. Je vais esquisser une réponse, parce que j'ai vu les sourcils se lever à côté de moi. Alors, sur la question de montrer que c'est de l'argent investi au début qui ne sera pas perdu, ou en tout cas dépensé plutôt en fonctionnement par la suite, moi je trouve que c'est quelque chose qui est difficile, on en a parlé un peu en préparation, dans le sens où il faudrait qu'on puisse estimer, enfin avoir une référence, et donc comment est-ce qu'on dit, c'est facile de dire on va faire des économies, mais d'accord, mais quelle est la base, parce que là on en revient un peu aux indicateurs, c'est quand même quelque chose qui est relativement difficile. Après, sur la deuxième question, pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai fait moi, c'est quelque chose que j'ai assisté. C'est des étudiants qui avaient travaillé avec la région dans le cadre d'une formation qui, je crois, n'existe plus, qui s'appelait les Design d'Action Publique, qui était portée par Strat, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils avaient travaillé sur le quotidien des agents des lycées de la région. Les agents des lycées, jusqu'à ceux qui ne savent pas, qui sont pas ceux de l'éducation nationale, ça va être une partie du personnel administratif, mais aussi et surtout le personnel d'entretien, le personnel sur le moment des repas, etc. Et donc ils avaient fait quelque chose que moi j'avais trouvé absolument merveilleux. Ils avaient pris des photos, alors certaines vraiment issues du terrain, ce qui donnait de la puissance, et d'autres plutôt pour illustrer le propos, en lien avec le témoignage de la personne qui racontait son quotidien. Et alors moi, je me suis levé à 5h avec elle quand son réveil a sonné, quoi. Donc c'était un exemple. La difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un exemple. Donc à quel point il est représentatif, c'est toujours le sujet. Mais pour le coup, moi, cette institution, elle m'a marqué d'avoir vraiment du terrain. Pour le coup, il n'y a pas grand monde. À la limite, on vous dira que c'est pas représentatif, mais il n'y a personne qui vous dira non, mais vraiment, elle se lève pas si tôt. Donc voilà. Pour moi, il y a un vrai enjeu, et ça rejoint ce que disait Mathieu tout à l'heure, de montrer et de vraiment prendre du terrain. Donc moi je suis sûr que les deux doivent coexister, et que penser que le qualitatif vivra tout seul, c'est pas vrai non plus. Donc il faut effectivement mélanger les deux. Et pour moi ça c'est un indicateur en fait, c'est une trace de la vie de cette personne. Et quand notre objectif c'était de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer le quotidien de cette personne, le fait de le voir à travers une vidéo de 1 minute, et on se voit un extrait de ce qu'elle a vu et ce qu'elle vit au quotidien, pour moi c'était très fort, et finalement je n'ai aucune idée des autres chiffres qu'ils ont montrés pendant cette présentation. Voilà. Sur la question des indicateurs, je n'ai pas grand chose à rajouter. Plutôt sur la question de payer plus au début pour qu'ensuite on va prendre notre argent plus longtemps, c'est un peu comme ça que j'interprète. Pour compléter sur ce que je disais au début sur cette solution technique qu'on utilise, est-ce que ça implique en termes de méthodologie, ça impliquerait pas forcément plus de dépenser au début en fait.
C'est vraiment surtout une allocation de ressources. Par exemple, pour elle, c'est pas beaucoup plus cher que les autres conditions. Ce qui a fait la grosse différence, c'est que par contre, dès le début, on a proposé de tout mettre en accès. Donc le code est entièrement libre. Pour l'instant, il est maintenu par cette coopérative qui a déjà un petit peu anticipé ce qui se passe si jamais un jour ils vont s'arrêter ou à tous, je vous dis, de manière assez rigolote sur leur site, ils disent qu'est-ce qui se passe si on passe tous sous un bus devant. Et ensuite, ils expliquent comment est-ce qu'on peut faire. En fait, tout est récupérable. C'est quand même de la technique, c'est pas comme ça. Et là, on a fait la même chose, et donc on a publié là au fur et à mesure jusqu'à l'automne on a documenté toute la phase de design pour justifier les décisions, les résultats des tests, et tous les résultats des ateliers qui ont été faits, les entretiens, puis ensuite le choc de développement que ça a impliqué, évidemment les fichiers, les systèmes, etc. Pour l'instant, ils sont sur Figma, idéalement, il faut qu'on arrive à les transférer sur une solution comme Post ou un truc comme ça. Ça, c'est pas mal de boulot pour le coup, donc pour l'instant, on est sur une solution propriétaire. Et là, typiquement, l'idée, c'est de dire on équipe une métropole avec un outil qui, pour continuer à l'exploiter, ne dépend d'aucun propriétaire qui, du jour au lendemain, peut changer ses conditions d'usage, ses conditions d'utilisation. Ce qui est très très peu le cas d'habitude. Donc la question des communs, c'est aussi ça, c'est la mise à disposition et l'ouverture pour la suite, l'idée étant que ce qu'on vendait aussi au début, du coup, c'était pleinement assumé. C'est aussi ce qui a fait la différence dans la sélection de l'équipe, c'est la robustesse, de l'allongement de la durée de vie, de l'interopérabilité et la distribution un peu d'héritage aussi sur le plus long terme. D'où le travail d'autant plus rigoureux qui est nécessaire au début si on est en train de concevoir quelque chose qui est amené à durer le plus longtemps possible. Et ça, c'est tout à fait transposable au design de service, un design plus hybride entre le service et le numérique, le service industriel. Bon, peu importe comment est-ce qu'on appelle le métier, mais ça se transpose très très bien aussi dans le design industriel. Donc, c'est une des manières de le faire, et qui en plus en termes de coût finalement n'est pas beaucoup plus haute. Donc, oui, il y a des avantages. Et pour se rendre compte des choses, c'est compliqué. Hein, il y a des archives qui n'ont pas envie de travailler avec des AMU, ça va pas vite, ça perd du temps, tout ça. Comment se rendre compte si vous avez des indicateurs qualitatifs ou chiffrés qui disent on économise de l'argent, je suis preneur aussi pour. On est en train d'essayer de travailler au réseau AMU aussi parce qu'effectivement, on dit que c'est là que ça bloque. Et ben, je suis preneur aussi pour utiliser ça. La preuve par exemple, alors je dis pas qu'il faut faire ça, mais dans un hôpital, il y a un directeur qui s'est trouvé hospitalisé et qui a traversé l'hôpital en brancard, tête comme ça. Quand il est sorti de l'opération, il a fait faire tous les plafonds de l'hôpital. Je dis pas qu'il faut péter les jambes de son directeur, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais voilà, montrer, on le fait dans le design, les reportages photos, par l'exemple, les verbatim, les choses qui viennent de l'humain en fait, ils mentent pas. Voilà, encore une fois, il ne faut pas manipuler ces outils, mais il faut montrer ce que c'est que la réalité. Si c'est une vidéo de 3 minutes où on traverse le lieu et pour que les gens se rendent vraiment compte de ce que c'est, il faut le faire. Voilà. Exemple. Si, bonjour. Alors, c'est pas une question, c'est une réflexion. Donc, je suis Aurélie Marchal. Donc, moi, j'ai découvert le design en 2010. J'ai eu un coup de foudre, une révélation, un coup de foudre, on va dire. Et depuis, je m'efforce d'amener le design sur le fonctionnement de l'organisation, des entreprises et de l'administration. Donc, j'avais découvert effectivement le projet de l'hôpital de Strasbourg dont vous avez parlé. Puis j'ai aussi créé un organisme de formation. Alors moi, je parle de design thinking parce qu'il y a 2 personnes que j'ai formées là à côté de moi. Parce que pour moi, j'utilise le terme en tout cas, c'est comme ça que je l'ai utilisé dès le départ et je suis restée là-dessus, même si c'est très imparfait, pour expliquer à des personnes qui ne comprennent rien ce que c'est que le design, ce que c'est d'abord en termes d'état d'esprit et qui s'incarne aussi dans du faire, pour essayer d'amener le design sur des champs nouveaux. Parce qu'à l'époque, je croyais que dans le domaine du produit et du service, ça fonctionnait déjà très bien. Donc j'ai compris plus tard que ce n'était pas le cas. Et donc moi, en fait, ma bataille, je pense que on partage la même, mais ce que je trouve désespérant, c'est que même lorsque vous êtes dans des structures où vous arrivez à démontrer, à faire des choses et qui fonctionnent, parce que moi, mes clients, ils sont toujours un peu nouveaux,
même là, il n'y a pas un effet waouh, c'est génial et on y va à fond en fait. Même, parce que par exemple dans le secteur hospitalier, avant qu'il y ait des designers qui s'y intéressent, on pouvait dire qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ça pouvait être mieux. On a un peu le côté résigné, on ne peut pas faire mieux, mais à partir du moment où on sait que on peut faire des choses qui fonctionnent et que vous apportez des preuves, je trouve ça triste, frustrant qu'il n'y ait pas plus d'engouement, que ça reste toujours aussi poussif en fait. On se disait en préparant la table ronde, c'est que le design n'est pas magique. Donc en fait c'est normal aussi que ça ne change pas tout dans chacun des projets. En tout cas, je parle pour moi, mais j'imagine que c'est pareil. Pour vous, en fait, les contraintes, il y en a plein. De plus en plus, en travaillant dans le numérique, je découvre des choses que je ne connaissais pas, comme la cybersécurité, le RGPD, etc. C'est un peu contraignant comme truc, mais heureusement. Et en fait, toutes ces contraintes font qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et je pense tant mieux. Tout à l'heure, tu disais un peu comme ça aussi. Donc, et puis de toute façon, c'est pas magique ce qu'on fait. Ça reste la meilleure solution. Tout ce qui est fait en design, on voit que c'est cauchemardesque. Et donc. Je ne sais pas aussi tranché, je l'ai été, mais je ne suis plus aussi tranché sur le sujet. Voilà, il y a plein de trucs qui sont faits sans design, ou en tout cas sans même qu'on pose le mot ou l'idée dessus, et en fait ça existe, et il y a plein de trucs qui sont faits avec du design qui sont pourris aussi. Enfin, j'ai pas d'exemple là tout de suite en tête. Albert, par exemple, tout en cité en école, peut-être un peu moins maintenant, mais c'était ça comme un exemple du X absolument idéal à Albert. Sans jamais parler du modèle économique derrière, c'est quand même un sacré problème. Un souvenir assez bête, c'était les profs qui en parlaient, c'était super, c'est eux qui avaient des collations. J'adore. Il y a un certain prêt de Sagrum qui paraît marche pas, moi je sais pas, mais chef-d'œuvre design. Je te rejoins, je suis pas aussi catégorique sur il faut absolument du design partout. Je pense que là où le design est bon, c'est quand il se confronte avec l'autre justement. Il est complémentaire de l'autre. J'ai travaillé dans différents domaines avec des ingénieurs. On est quand même dans un pays d'ingénieurs à la base. Des formations d'excellence, c'est les ingénieurs et tout, et c'est des gens brillants, c'est impressionnant ce qu'ils font, et nous, designers, on n'est pas capable de le faire. Par contre, on a des intelligences qui sont complémentaires, et quand on se met ensemble, paf, ça explose, et ça ping-pong, c'est ça qui est fort, quoi. Et, une fois dans un truc, il y avait quelqu'un qui dit « Ah, mais il faudrait que tout le monde apprenne le design, tout ça ». Et moi, je dis non. Je dis non, parce que du coup, on pensera tous pareil. Et du coup, ça ne marchera pas. On n'aura pas d'idées plus si on n'est pas dans la... Il faut que ça frite, faut échanger pour faire du mieux. Donc voilà. Mais je comprends la frustration, et effectivement, et mine de rien, ça évolue, quoi. Il y a de plus en plus de gens en interne, c'est difficile pour certaines agences en ce moment, mais du coup, il y en a quand même de plus en plus, et il y a eu un grand élan qui freine un petit peu tout ça, mais on a quand même eu des designers qui sont allés, pas tout au plus haut de l'État, mais des gens qui étaient tout en haut de l'État, qui savaient ce que c'était que le design. Peut-être pas la définition exacte, de toute façon personne n'a la bonne définition, parce que je pense que moi c'est la 3e fois ou 4e fois en 2 ans que je refais une présentation qui explique ce que c'est que le design en santé. Je pense pas qu'elle soit bonne encore, mais voilà. Le design, c'est difficile à définir, c'est difficile à comprendre son impact. Le design est une position qui est censée être humble aussi, et donc du coup, dire que c'est l'équipe, c'est le projet qui a été fait grâce à tout le monde, et que nous ne sommes que les modestes descripteurs, où je sais pas, où on a mis en image ce que les gens ont pensé ensemble, et du coup c'est important aussi il y a en 2007 Saint-Étienne, design en santé, j'étais à fond dessus déjà, et il y avait une conférence sur design sauve le monde. Je me suis dit, ah non, c'est trop pour moi. Voilà. Et il y avait cette envie, et je la comprends, et du coup on est plein de volonté et tout, mais voilà,
en ce moment. Et puis tu disais au début aussi que il fallait choisir tes projets. Il y a des projets où le design n'y peut rien. Moi, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas avant d'arriver à la région, qui est celui de conseiller en organisation. Je ne sais pas si parmi vous, je fais surtout des noms. Alors, les conseillers d'organisation de la région, en tout cas ceux avec lesquels j'ai travaillé, globalement, on a les mêmes méthodes sur l'observation, alors pas forcément sur le test, mais sur l'immersion. Pour le coup, je suis même un peu jaloux parce qu'ils en font plus que moi. Par contre, la compétence, ils n'ont pas la compétence de la représentation, qui est des compétences propres aux designers. Par contre, ils ont une compétence beaucoup plus fine des enjeux RH, de la composition d'une équipe, des compétences de l'organisation de certains process, etc. Et en fait, la problématique, c'est qu'il manque des agents, et je fais bien quand même un peu avec j'imagine qu'à l'hôpital, c'est encore plus vrai que dans d'autres endroits, mais en fait, faire mieux avec moins de personnes, c'est quand même difficile. Et donc, en fait, le design ne peut pas tout résoudre. Typiquement, moi, ça m'est arrivé plein de fois de dire, a priori, il faudrait quelqu'un, mais quelqu'un en plus dans l'équipe, mais je ne suis pas capable de dire qui est-ce qu'il faudrait mettre. Et en fait, c'est jamais seul. Effectivement, c'est toujours. On est d'accord, mais je ne peux pas arriver en conseil sur ce sujet-là. Je peux arriver en conseil sur une conception d'un objet, d'une interface numérique, en disant, là, quand même, c'est mon métier, et par rapport à tout ce que les utilisateurs ont pu faire remonter, a priori, c'est ça la solution. Mais il y a plein de trucs où la solution, elle vient d'autres personnes, d'autres métiers, et où le design ne peut parfois juste rien. Il casse. Et alors, on a un ingénieur en organe, et c'est ce qui est impressionnant ce qu'ils font, ils chiffrent aussi. Alors, du coup, pour le coup, pour avoir des chiffres et tout, c'est très intéressant parce que du coup, ça crée de la data et de la preuve plus tangible que ce que nous, on est capable d'amener. Et voilà, et c'est aussi, ce qui est le plus long, je pense, c'est apprendre à travailler avec l'autre. C'est comme tu dis, on fait la même chose, et donc du coup, en fait, c'est mon job, tu viens prendre mon job. Il faut ouvrir le truc et apprendre à se connaître. J'ai cette expression triviale, il faut se renifler un peu au début avant de travailler correctement ensemble. Mais ouais, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En déco aussi, ce que je disais sur la conférence de design sous demande, je crois que c'est Mike Montero qui avait fait une conférence sur How Design Destroys the World, qui peut être intéressante à voir ou revoir. Sébastien Gilles, je sors d'une mission de coach produit à la direction numérique des ministères sociaux de santé et travail. Et on devait accompagner des chefs de projet à mettre en place du design notamment. Et vous parliez d'empowerment dans la capacitation. Je pense à ça aussi parce qu'on a parlé de l'IA et aujourd'hui ChatGPT est utilisé pour coder ou pour designer un peu par monsieur tout le monde. Est-ce que jusqu'où en fait vous donnez la possibilité, comme dans les PowerPoint dont tu parlais vraiment tout à l'heure, au commanditaire de designer, est-ce que vous lui donnez toute l'attitude ou est-ce qu'il y a une mesure à avoir par rapport à ça, jusqu'où on donne la main dans le design, jusqu'où on forme les personnes avec lesquelles on travaille? Moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Le seul frein, c'est la peur que quelqu'un fasse quelque chose de mal avec ce qu'on a fait ou un truc comme ça quand on a un outil. Je pense qu'il faut faire confiance et que s'il y a une personne qui fait un truc pas bien, on va découvrir, mais en fait je suis pour quelle source lâcher quand on est sur le bien public, de toute façon. Après, il y a des risques. Pour l'écran, je sais pas. Parler de formation, ce serait prétentieux, c'est pas exactement ça, mais la sensibilisation aux méthodes, on essaie d'en faire une espèce de co-bénéfice dans un programme dont je parlais tout à l'heure avec le musée, mais dans d'autres ateliers qu'on peut avoir aussi. Mais l'idée, c'est que c'est un peu en sous-marin, c'est-à-dire on n'arrive pas en disant on va vous sensibiliser à la méthode de design, vous allez voir, ça va tout révolutionner. C'est plutôt en passant par des supports qui sont des bonnes portes d'entrée, montrer plutôt des étapes de réflexion et de questionnement et quelques outils dont les gens s'emparent ou parfois pas d'ailleurs. Ce qui donne lieu, assez souvent on a le retour à des ateliers avec les participants de comme assez intenses, mais ils sont contents de les avoir fait après. Et à chaque fois ils demandent s'ils doivent utiliser le support, et c'est l'idée puisqu'ils sont aussi réactifs Rebels. Du coup, c'est une manière d'amener certaines méthodes ou certaines approches. Et après, en étant très transparent aussi sur le fait, de toute façon, c'est pas un jeu qui est du tout là-dessus, que c'est pas ça qui va transformer au designer, je suis pas forcément cher
c'est plutôt dans cette approche qu'on peut être. Après, pour moi, il faut différencier aussi la co-construction qu'on va pouvoir faire avec les usagers. Pour moi, les usagers, ce qui nous apportent en tant que designer, la matière première qu'ils nous apportent, c'est surtout leur expérience. Moi, je préfère travailler beaucoup avec la phase d'expérience que la phase co-construction de fabrication, mais ça discute, chacun a ses métiers. Par contre, ce que j'essaie de faire quand je fais ces démarches-là, ces recherches utilisateurs, c'est que j'essaye d'embarquer les personnes de l'équipe projet. Et en fait, alors c'est un peu de la manipulation d'une certaine manière de mes collègues, mais en fait, une fois tant qu'ils ne le voient pas, et c'est propre, je pense, à tous les êtres humains, tant qu'on ne le voit pas, qu'on ne l'expérimente pas, on va essayer, quoi. Pourquoi tous les enfants essayent de mettre la main dans le feu? Voilà. Pour moi, c'est ce truc-là, il faut qu'à un moment donné, moi j'essaie en tout cas d'emmener les équipes projet, pas tous, parce qu'il ne faut pas qu'on soit 5 de l'équipe projet pour une personne en entretien, mais en tout cas, je me rends compte qu'à chaque fois que j'arrive à les emmener dans une enquête, etc., l'enjeu c'est toujours de trouver de préparer suffisamment pour qu'ils n'aient pas grand-chose à faire et qu'ils puissent vraiment être ouverts, parce que s'ils passent 3 heures à préparer avec nous, ils en ont marre. Mais en tout cas, je trouve que pour moi, c'est à chaque fois que j'ai réussi à emmener quelqu'un sur un terrain, ils sont retournés genre oh, c'est super, et 2 ans après, on est là, tu te souviens quand on a fait ça? Et en fait, ils s'en souviennent au moment où on conçoit le projet 2 ans plus tard, alors que c'est la même chose que tout à l'heure, je pense que les 12 000 PowerPoint qu'ils ont vus depuis 2 ans, ils ne se souviennent pas tous, quoi, alors que ça, ils s'en souviennent. Peut-être juste pour préciser, on va en parler après, le sujet de l'IA qui vient compléter des besoins métiers qui ne peuvent pas être assurés parce qu'il y a des problèmes de recrutement, etc. Donc ce sera le cas en design aussi, c'est un problème que je constate là beaucoup en entretien aujourd'hui sur l'enquête humaine. Donc pour moi, il y a un gros sujet aussi de perte de savoir-faire, pas pour nous, mais si ce principe-là se répartit sur plusieurs générations de design. L'effet de paritarisation, c'est un effet au long cours, donc l'extraction du savoir dans une machine qui mène ensuite à une annulation, c'est un truc qui prend du temps. Donc voilà, ça pour en parler après. Mais c'est un truc qu'on constate beaucoup aujourd'hui et que beaucoup de gens font sans trop se demander en se disant que ça nous permet de pas recruter quelqu'un. Parfois plus ou moins implicitement, mais pour moi c'est un truc assez flippant quand même, assez dangereux. On a surtout d'autres exemples d'extraction de savoir et de machinisation du savoir précédents dans l'histoire. Les leçons qu'ils ont à nous apprendre ne sont pas forcément toutes jolies. Je pense que c'est sur lequel il faut qu'on soit vigilant aussi. Alors, on va attendre pour 2 petites questions et 2 courtes réponses à celle-ci. Bonsoir à tous. Valentin Soares, je suis chef de projet au Défenseur des droits sur tout ce qui est à la transformation numérique. Avant ça, j'ai été designer en service public et encore avant ça, consultant management. Je partage chez Vision Quantum sur la complémentarité des compétences. Peut-être juste avant de poser ma question, j'ai un peu prêché pour ma paroisse. Au Défenseur des droits, on publie différentes études sur les sujets liés à la discrimination et l'accès au service public. Il y a peut-être 3 publications qui pourraient vous intéresser. C'est la discrimination dans l'accès aux soins, une étude assez récente qui a été publiée. L'intelligence artificielle et ses impacts sur l'accès aux services publics. Et enfin, un rapport sur la dématérialisation et la hausse des inégalités dans l'accès aux services publics. Je vais t'avancer au journal. Bien joué. Côté questions, j'en aurais 2, je vais m'en contenter d'une. Comment est-ce qu'on fait pour vendre nos services de design aux équipes internes ou à nos potentiels clients lorsque l'impact direct d'un redesign d'un site internet, d'un formulaire, d'accès à un service engendre une hausse de la fréquentation, une hausse de l'utilisation, une hausse du nombre de demandes quand on a des équipes qui sont déjà saturées à nous et qui ont atteint quasiment le maximum de leur capacité à traiter les demandes. J'ai un morceau de réponse. Pour avoir essayé de travailler sur la simplification des aides, parce qu'effectivement j'étais pas mal confronté à ce truc-là, et l'observation et le fait de pouvoir suivre, et là aussi les conseillers en orga avec qui j'ai échangé, qui ont fait plus ou moins le même travail, se rendent compte quand même, notamment lié à la dématérialisation, qu'on fait plein de choses en double. Il y a plein de trucs qu'on contrôle en double, ou des choses qu'on demande dans les formulaires qu'on ne vérifie jamais. Donc ouais, ça peut augmenter effectivement, enfin c'est le but, hein, j'imagine en tant que travailleur avec le défenseur des droits, c'est un peu le but, d'augmenter les fréquentations, mais pour moi l'enjeu est surtout d'augmenter les demandes qui aboutissent. C'est-à-dire que le but n'est pas que tout le monde fasse la demande, c'est que tous ceux qui sont éligibles la fassent. Idéalement, même peut-être qu'un jour, le numérique permettra que tous ceux qui en ont besoin la touchent sans la demander.
la CZ, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc pour moi, le design a son rôle à jouer là-dessus. Donc oui, ça va peut-être augmenter la quantité, mais ça ne va pas forcément augmenter le temps passé. Et pour moi, la porte d'entrée qu'on peut avoir, c'est en fait, si on arrête de demander 80 documents que vous vérifiez partiellement, peut-être qu'en fait, on va gagner du temps à la fin. Alors je ne dis pas qu'il faut presser au point de on ne vérifie plus rien, pas ça, sinon c'est les fraudes qui interviennent. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment cet enjeu de se dire, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le cadrage essentiel de quoi vous avez concrètement besoin, qu'est-ce que vous avez concrètement vérifié en tant qu'agent à l'instruction, pour arrêter de faire perdre du temps à des gens qui vont chercher des documents, qui vont s'arracher les cheveux pour vous le trouver, vous allez leur dire que c'est pas le bon. Déjà, faites une demande claire du document que vous voulez, mettez un exemple. Donnez la possibilité à ta personne de trouver, où le document. Et ça, c'est des basiques de quand on ouvre n'importe quel guide de la DITP, de la DILU ou de n'importe quelle entité qui a travaillé dessus, un langage clair, des exemples, voilà, c'est la base. Donc, voilà, pour moi, l'enjeu, il est là. Ah, mais j'étais bon. Sur les sujets de vente, c'est toujours un petit peu touchy, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question de la robustesse, éventuellement dépenser, pareil, voire un peu moins, faire un peu du kicker plus longtemps. Alors, par exemple, pour elle, c'était pas un problème dans la vente, par contre, c'est notre ensuite quand on travaille ensemble, le calcul derrière, quand on a des équipes en face qui sont bien formées, qui sont intelligentes, et c'était le cas, c'est de se dire, c'est une thune qu'on va pas dépenser en maintenance sur le site après, parce qu'on a des tonnes de fonctionnalités qui gênent, qui nous posent des problèmes, on peut reporter sur des ETP. C'est des équivalents tendants. Donc ça peut être une manière de faire ça. Là, en l'occurrence, c'était pas une promesse qu'on avait formulée. Il y en avait d'autres sur la question d'accessibilité, des conceptions, de fluidité des parcours. Où là, par contre, une manière de nous tenir vraiment comptable de ce qu'on avait proposé, c'était de mettre en place un comité citoyen aussi, de revue de ce qu'on fait sur les 3 grandes phases de refonte. On peut considérer que c'est limité, qu'on pourrait faire plus, mais c'était aussi un petit peu une première d'avoir ça. Au-delà des tests usagers, c'était vraiment un sujet à part, plus sur un peu la déontologie, la transparence de la démarche. Mais c'est la grosse question quand même aussi de comment est-ce qu'on s'inclut dedans, de comment est-ce qu'on tient comptable les agences, les cabinets de conseil, etc. Et on sait qu'il y a eu des gros scandales avec quelques années dessus, de ce qu'ils et elles promettent, d'autant plus quand c'est de l'argent public qui est dépensé derrière. Mais ça, c'est sûr que c'est un gros sujet. La question. Salut à tous, merci vraiment pour tous ces sujets ultra intéressants. Moi, je suis designer chez Pixelix depuis quelques années maintenant. Je suis venu parce que vous avez mis dans la même phrase le mot design et le mot service public, donc ça m'a interpellé. À travers tous vos témoignages, on sent qu'il y a un potentiel qui est juste génial. Depuis le début, moi j'ai un point bloquant, quand on parle de design, il y a un vrai sujet culturel en France sur c'est quoi le design, c'est quoi un designer, comment le design peut être source de valeur ajoutée dans la résolution de problèmes complexes. J'en suis intimement convaincu de cette valeur ajoutée. Néanmoins, quand vous travaillez dans les services publics, quand vous avez en face de vous des décideurs, des hauts fonctionnaires, des politiques, dont culturellement, on va dire, c'est clairement pas la priorité, qui sont pour vous aujourd'hui les leaders d'opinion, les personnes à aller voir, qui ont une capacité de décision, qui peuvent faire que demain, voire après-demain, le design peut être un peu plus présent, un peu plus un sujet au cœur du service public. Et parce que j'ai beau le chercher, je ne vois pas. Quand on voit un petit peu les décideurs politiques et le mindset culturel dont ils sont imprégnés, je ne pense pas que le design soit au cœur de leur sujet. Le mot design est un problème en soi. Il veut dire tout, il veut rien dire, il est complexe à définir simplement parce que c'est quelque chose de complexe et c'est difficile à accepter aussi que ce soit quelque chose de complexe. Je pense que l'humain n'aime pas la complexité de manière générale, mais du coup, pour l'aborder, je pense, je me souviens du travail d'Elsa Huber qui travaille à l'EHESP, qui est équivalent de l'ENA pour la direction de la fonction publique hospitalière, donc, qui crée qui enseigne aux futurs directeurs hospitaliers et qui, dans le cursus de base, glisse un petit bout de design. L'ENSI a un partenariat avec l'ENA, on pourra dire l'ENA,
comment c'est INSP, merci. Avec une semaine de workshop qui n'est pas obligatoire, mais quand même, enfin voilà. Et donc du coup, c'est pour conscientiser, pour montrer les méthodologies, tout ça. Donc je me dis que ça, ils sont jeunes, mais ça va venir. Voilà. Et mine de rien aussi, j'ai l'habitude de dire, j'ai appris le design, c'était encore le design à la papa où on faisait, je dis à la papa parce que c'était du produit, il n'y avait que des bonhommes, tout ça, et on faisait des rafs de bagnole, des trucs comme ça. Design de service, tout ça, enfin ça évolue. Il n'y a qu'à voir l'appellation du BTS avant ça, c'était esthétique industrielle. Esthétique industrielle, exactement. Enfin voilà. Et donc l'évolution du terme dit aussi pas mal de choses sur ce que ça veut dire. Et après, je suis au cours sur design fiction, tout ça, et je dis il y a design fiction, il y a la parafiction, il y a le design critique, il y a le design machin, il y a le design machin, design truc, design bidule, tout ça. En fait, c'est un mot qui perd de son sens, et du coup, c'est compliqué, ça devient compliqué de l'adresser correctement, et donc du coup... le fait que le ministère de tutelle du design en France soit le ministère de la culture aussi en dit beaucoup. Avant, c'était le ministère de l'Industrie. Pour compléter là-dessus, pour moi, il y a quand même un syndrome de narcisse assez fort dans le design. Ça me saoule. Et mais je me convenance parfois, mais en fait, on a tendance à tout le temps parler de que font les designers pour le monde, le commentaire designer, je peux faire ci, je peux faire ça, le designer va faire telle chose, machin. On essentialise énormément nos métiers, ce qui aussi donne une forme d'uniformisation, j'ai l'impression parfois des discours ou de ce que pourrait apporter certaines manières de pratiquer le design dans des contextes très différents. Pour moi, en tout cas, sur le fait de comment est-ce qu'on justifie la valeur de ce qu'on apporte, c'est pas tant de dire le design avec ci, avec ça, c'est vraiment d'être très concret sur les étapes de méthode, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va livrer. C'est une approche un peu artisanale, on pourrait dire, mais voilà, il y a une commande, nous on y répond comme ça, pas par principe, pas par principe parce qu'on fait le design, mais alors, certes, c'est quand même identifié que c'est ce genre de métier qu'il faut aller chercher entre les deux des acheteurs. Donc c'était certainement moins le cas il y a 15 ans, il y a 20 ans, sur le numérique en tout cas. Mais après, l'idée, en fait, c'est d'entrer dans le vif du sujet et de dire, OK, concrètement, qu'est-ce qu'on va concevoir, pour qui, comment, c'est quoi la méthode. En fait, le mot design, il apparaît très peu, par exemple, dans ce qu'on fait, parce que pour moi, en fait, c'est pas forcément le sujet, contrairement à ce que je pouvais évoquer tout à l'heure sur, par contre, le fait de se poser la question en tant que métier, la question de défense, ça oui. Mais quand on parle de design, je vois plus qu'on arrive sur cette question-là que rester un peu dans comment est-ce qu'on fait pour que le design soit plus présent et tout. Surtout pourquoi est-ce qu'on veut qu'il soit plus présent. C'est la première question qu'il faut se poser à David. Pour moi, on retrouve ma crainte, et je pense qu'on est déjà dedans, c'est de se retrouver comme les ingénieurs. Et ça fait quoi un ingénieur? En fait, j'imagine qu'ils ont eu la même crise existentielle il y a quelques dizaines d'années maintenant. Et pour rejoindre ce que tu disais, Florian, moi, je n'essaye pas de vendre le design, quand c'en est, je le dis, et voilà, je n'essaye pas de cacher le design non plus, mais en fait, moi, ce que je dis à mes collègues, c'est, globalement, nos usagers, ils en pensent quoi, comment ils utilisent les outils qu'on met à disposition, en fait, que ce soit le design ou une autre méthode qui l'apporte, du moment qu'on les met au centre et autour de la table, aux deux endroits. Pour moi, la question du design, elle est entre guillemets secondaire, et je te rejoins, Florian, moi j'ai été jusqu'à pas si longtemps que ça, parce que j'ai pas non plus 50 ans d'expérience, à dire qu'il faut mettre du design partout, et maintenant, oui, il en faut un peu partout, et il faut d'autres choses aussi. Merci infiniment à tous les trois, et puis ravi d'être venu, et puis pour vos questions également. Je vous invite par exemple, sortez peut-être des pizzas qui sont prêtes, qui attendent plus que vous, et puis des bières encore fraîches. Espérons. Voilà. Merci.